plateau. Cyrielle Châtelain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de l'Isère et présidente du groupe Écologie et Sociale à l'Assemblée nationale. On l'entendait tout à l'heure et c'est ce que disaient nos éditorialistes qui soulignaient, j'allais dire, cette initiative un peu inédite, de ces échanges entre le bloc central et la gauche et les écologistes. Visiblement, ça ne plaît pas à la droite. Ils sont un peu jaloux. Il y a eu effectivement une réunion entre les groupes du macroniste, EPR, Modem et Horizon, et une partie des groupes de gauche. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on voit bien que chacun donne ses positions dans les médias et qu'il nous semblait important qu'on puisse au moins autour d'une table objectiver les propositions de chacun. Quelle est la conclusion de cette réunion ? En fait, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que Gabriel Attal, on a globalement au sein du bloc central un jeu un peu de dupe entre le gouvernement et EPR, chacun se renvoyant la balle. Sébastien Lecornu nous disant c'est à l'Assemblée qu'il faut faire des compromis et Gabriel Attal nous disant mais nous, on ne bouge pas s'il n'y a pas de déclaration du Premier ministre. Donc on voit bien qu'en ce moment, ils sont en train de se faire enliser les débats parce qu'il y a un refus absolu d'aller chercher, de mettre à contribution les milliardaires. Donc il y a eu cette réunion pour au moins ne pas se parler par presse interposée, mais globalement, ça ne donne rien parce qu'on a un bloc central assez inflexible. Donc ça doit se faire, j'allais dire, dans les couloirs à huis clos, comme le regrette non, ça ne Manuel Bompard. Ça ne se fait pas dans les couloirs à huis clos. C'est ce que déplore Manuel Bompard. Oui, mais alors, écoutez, moi, j'ai eu cette réunion et le reste, je suis constamment dans l'hémicycle avec Manuel Bompard, avec Olivier Faure, avec Boris Vallaud, avec l'ensemble de mon groupe. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de ce qui se passe. C'est vrai qu'on travaille et que pour le moment, à ce stade, il n'y a pas cette idée que tout serait caché n'est pas vrai. En tout cas, de notre part, c'est assez clair. Nos propositions sont connues, le groupe écologiste et social les a présentées. On a un enjeu dans ce budget d'aller rechercher des recettes, que ça soit par exemple via la taxe Zuckman pleine et entière sur les patrimoines des ultra-riches ou sur la question des successions avec le pacte Dutreil. Aujourd'hui, c'est ça notre objectif, faire de nouvelles recettes pour pouvoir après financer la transition énergétique et les services publics. Vous avez lu ce matin, j'imagine, l'interview de Gérard Larcher, le président du Sénat, oui, dans le Parisien aujourd'hui en France, qui avertit clairement le Sénat rétablira la réforme des retraites si l'Assemblée la suspend. Pas question d'accepter n'importe quoi, dit-il. Il met un gros coup de pression, là. Alors déjà, il y a deux choses. La réforme des retraites, la proposition du gouvernement, c'est un ralentissement du calendrier. C'est-à-dire que les générations nées entre 1964 et 1968 vont partir 3 mois plus tôt en retraite que ce qui était prévu par la réforme Borne. Un ralentissement qui va coûter 100 millions en 2026 et 1,4 milliard en 2027. Ce qui était très loin des chiffres extrêmement élevés qu'on nous donnait. Mais donc, c'est un ralentissement et c'est bien pour ces générations-là. Mais à partir de la génération née en 1969, la réforme, elle s'applique. Donc, on est effectivement sur un ralentissement de calendrier. Déjà, première chose, je pense qu'il faut dire exactement ce qu'il y a de ce qui est proposé par le gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le Sénat peut décider de voter contre sur les questions budgétaires. Le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Et il n'y aura pas de vote à l'Assemblée nationale, de toute façon, sans la suspension. Avec on va dire, ce report du calendrier, ça va être, à mon avis, extrêmement difficile parce que le budget de la sécurité sociale est extrêmement dur et met à contribution 99% des Français et notamment les plus faibles. Mais sans ça, il n'y a même pas de discussion. On a le sentiment que Gérard Larcher jalouse, en quelque sorte, la relation, en tout cas les concertations qui se déroulent en ce moment entre Sébastien Lecornu et Olivier Faure. Il ne s'en cache pas dans le. Oui, peut-être, mais enfin, je suis assez désolée, ça ne m'intéresse pas. En fait, on est dans un moment où on a un budget. Tout le monde dit qu'il y a une situation budgétaire catastrophique. Et on passe notre temps à commenter les positionnements des uns et des autres, les coups de pression des uns et des autres. En fait, moi, ça, c'est très bien. Gérard Larcher, il fait sa une sur le Parisien. Très bien.
Voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de discuter du budget à l'Assemblée nationale, que ce que je constate, c'est que contrairement à ce qui est dit, c'est toujours le gouvernement qui a la main, que par exemple, il a la main sur le déroulé des débats, que nous devions discuter de la taxe Zuckman ce lundi, qu'il a décidé de le repousser. Donc ça démontre bien qu'on est très loin de l'image du grand parlementarisme, où c'est les parlementaires qui ont la main. On est toujours extrêmement contraint sur cette question budgétaire et on est face à un gouvernement qui a un peu changé de stratégie. Avant, c'était la méthode brutale du 49.3. Maintenant, en fait, ils noient le poisson, c'est-à-dire qu'ils font durer les débats, qu'ils changent l'ordre pour ne pas discuter des sujets qui sont déterminants et qui, en fait, à la fin, espèrent que nous n'ayons pas assez de temps pour voter, parce qu'il faut savoir que dans les contraintes qui pèsent sur le Parlement, on a aussi 70 jours maximum pour adopter le budget. Donc vous espérez que la taxe Zuckman soit adoptée telle qu'elle est, mais vous savez qu'elle n'a aucune chance, qu'il va falloir trouver là aussi un compromis. Mais alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la notion de compromis. Comment est-ce que le gouvernement fait un compromis? On a sa copie sur la table. C'est eux qui ont la copie, c'est eux qui ont la capacité à faire des ordonnances ou des décrets. Par exemple, les franchises médicales, c'était une ordonnance. Donc, ils ont toutes les manettes. Mais quand on cherche à leur faire des propositions, en fait, il faudrait encore qu'on les amoindrisse. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on les amoindrisse? Parce qu'ils veulent que ça ne marche pas. La proposition qui est appelée taxe Zuckman allégée, fait par le Parti socialiste, moi j'appelle ça une taxe Zuckman à trous. Quelle est notre inquiétude et pourquoi on est aujourd'hui assez réticent? C'est que Gabriel Zuckman l'explique. Quand on commence à mettre des conditions, les milliardaires qui ont une armée d'avocats socialistes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils retravaillent, qu'ils réorganisent leur patrimoine pour continuer à faire de l'optimisation. Et donc tous les trous qu'on va mettre dans l'assiette de la taxe Zuckman, ça va probablement permettre à ces milliardaires qu'on veut mettre à contribution de pouvoir finalement y échapper. Ça, aujourd'hui, c'est notre inquiétude. C'est pour ça qu'on est en train de l'analyser. Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a justement évoqué ce totem de la droite, la défiscalisation des heures supplémentaires. Cette mesure va coûter 1 milliard d'euros, selon la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Vous êtes opposé, vous, à cette mesure? Oui, nous sommes opposés à cette mesure parce que... Vous pensez vraiment que ça va freiner la création d'emplois? Mais alors, c'est pas que je le pense, c'est que c'est prouvé. C'est-à-dire que ça fait maintenant 30 ans que l'État, aujourd'hui, paye une partie des hausses de salaire par les allégements de cotisations. C'est-à-dire que normalement, dans l'augmentation des salaires, il y a deux discussions. Il y a l'employeur, il y a le salarié. Et ben là, on a mis un troisième acteur qui est l'État, qui prend de plus en plus en charge, à la place des employeurs, les augmentations de salaire. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit après 30 ans? On s'aperçoit que le nombre de créations d'emplois en France n'est pas supérieur à ses voisins européens. C'est-à-dire qu'il suit la conjoncture. Ça n'a pas d'effet fort et à long terme sur la création d'emplois. C'est aujourd'hui prouvé. Mieux vaut augmenter les salaires? Alors oui, déjà, mieux vaut augmenter les salaires. Et la question, c'est le partage de la valeur. Quand on voit dans les entreprises du CAC 40 qu'il y a c'est un accroissement, mais c'est même plus un accroissement. C'est effectivement une très forte augmentation des dividendes et qu'à l'inverse, on demande à l'État de payer les augmentations de salaire via des allégements de cotisations. Ce n'est pas normal. Les travailleurs, c'est eux qui font la richesse de l'entreprise par leur travail. C'est normal qu'une partie des bénéfices n'aille pas augmenter les dividendes reçus par les actionnaires, mais aille augmenter leur salaire. Et aujourd'hui, c'est ça qui est cassé. C'est-à-dire que, alors que la droite nous dit qu'il faut moins d'État, ils demandent à l'État, finalement, de prendre en charge une partie des salaires à la place des employeurs. Ça, ce n'est pas normal. Et je le dis tout de suite, je sais qu'ils vont me dire, il y a les petites boîtes. Effectivement, qu'on accompagne les toutes petites PME qui n'arrivent pas à payer sur l'augmentation du SMIC ou l'augmentation des salaires, très bien. Mais aujourd'hui, vous savez que les principaux bénéficiaires de ces allégements, ça va être des grands groupes, par exemple comme Carrefour. Et Carrefour, aujourd'hui, non seulement il a les moyens de payer l'augmentation de salaire des salariés, mais en plus, il n'y a pas de risque de délocalisation. Donc en fait, moi, je ne comprends pas la stratégie de la droite, si ce n'est continuer à faire des cadeaux aux actionnaires des grandes entreprises et aux très gros actionnaires. Vous serez appelé à voter à début décembre pour désigner un candidat écologiste qui participera à la primaire de la gauche, initiée en juillet dernier entre socialistes, écologistes et ex-insoumis. Et puis il y a cette déclaration de Marine Tondelier dans le Nouvel Obs. Une seule candidate donc, qui s'est déclarée à cette heure-ci, Marine Tondelier. Vous auriez préféré qu'il y en ait d'autres, des candidats? Moi, c'est pas à moi de dire qu'il doit se porter candidat ou pas. Je vois que Une autre Marine est possible, c'est son slogan sur ses tracts, justement.
Oui. Alors, Marine Tondelier, Enfin, vous n'êtes pas forcément d'accord, non ? Une autre Marine est possible. Enfin, moi, je préfère dire l'écologie, c'est possible. Voilà, mais j'entends, je comprends. Il y a quand même du verre dans le tract. Hein, bon. Non, mais et Marine porte extrêmement bien, de manière positive, l'écologie. C'est juste, voilà, je pense que c'est ce message-là. Aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'on doit dire aussi, que l'écologie fait partie des acteurs déterminants. J'entendais Philippe Brun du PS tout à l'heure qui disait « mais si les socialistes s'abstiennent, le budget tombe ». Mais en fait, si les socialistes sont les seuls à gauche qui s'abstiennent, ils tombent. Donc en fait, aujourd'hui, on a des socialistes qui se font un peu plus gros qu'ils ne sont. Moi, je trouve qu'on doit être dans un moment d'affirmation de l'écologie politique, à la fois et notamment sur les questions de fond, la construction budgétaire, lors des municipales pour défendre le bilan de nos maires. Et bien sûr qu'il faut qu'on aille porter nos propositions lors de la primaire de la gauche, en tout cas peser sur la construction d'un programme de gauche écologiste pour les présidentielles. Il y aurait dû y avoir plusieurs candidats écolos, selon vous ? C'est pas à moi de dire... Alors, premièrement, on a effectivement Marine Tondelier, qui est notre secrétaire nationale, qui est légitime, qui logiquement se présente à la présidentielle et s'y prépare. On sait qu'on a d'autres personnes qui y réfléchissent. Pour le moment, elles n'ont pas souhaité se porter candidates. C'est leur choix. Enfin, c'est pas à moi d'exiger des gens qui se portent ou pas candidats à une procédure interne. Si la primaire à gauche venait à échouer, est-ce que les écologistes désigneront un candidat pour 2027 ? Mais moi, je suis assez d'accord avec Marine Tondelier. Je ne veux pas envisager cette hypothèse. En fait, alors que l'extrême droite est au plus haut dans les sondages, on ne peut pas accepter l'hypothèse de la division de la gauche. Il faut que la gauche unie représente une alternative forte et crédible à l'extrême droite lors des présidentielles. Je vous pose la question parce que vous savez qu'à gauche, il y a des candidats, en tout cas, qui, quoi qu'il arrive, ne veulent pas de cette primaire. Hein. Je parle de Raphaël Glucksmann ou encore de Jean-Luc Mélenchon. Et puis on peut regarder également ce que disent les sondages. Hein. Quand on regarde le taux de satisfaction en cas de victoire en 2027 à la présidentielle, on voit bien que pour l'instant, Raphaël Glucksmann rafle la mise autour de 18% et qu'il y a un déficit de notoriété avec Marine Tondelier. Il y a encore du chemin. Alors, je crois que tous les électeurs et les sympathisants de gauche ont conscience que pour faire gagner la gauche lors de la présidentielle, il y a encore du chemin. Et je pense que la question de l'union, elle fait partie de ce chemin. Et tous ceux qui font de la question de leur personne, de leur candidature, comme Raphaël Glucksmann, une condition indispensable, on peut dire aussi Jean-Luc Mélenchon, se trompent. On ne peut pas faire passer la personne avant le projet. Merci beaucoup. Merci infiniment, Serge Chatelain, d'avoir été avec nous. Donc, une pause pour les députés ce dimanche, avant la reprise de l'examen du budget. Non-stop, 9h, minuit, tous les jours. Demain, à l'Assemblée. Merci, Serge Chatelain, d'avoir été avec nous sur France Info. Vous restez avec nous dans un